Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live de l'UNIS. L'environnement est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui et plus précisément ce qu'on appelle généralement le décret tertiaire, mais qui a été rebaptisé éco-énergie tertiaire, bref un dispositif incitatif ou contraignant, c'est selon le regard qu'on veut bien porter sur ce grand projet qui vise globalement à améliorer la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Pardonnez-moi pour ces hésitations, mais on nous envoie des messages bizarres dans nos oreillettes et c'est assez particulier de gérer plusieurs conversations en même temps. Le principe de notre rendez-vous, vous le connaissez par cœur. Des questions rapides, des réponses qui le sont tout autant, et on privilégie chaque fois le cas concret, l'exemple à la théorie et aux textes de loi. Même si on se réfère évidemment à ces textes, on essaie de les vulgariser au sens noble du mot. Pour parler de ce décret tertiaire ou d'éco-énergie tertiaire, c'est comme on voudra, on a le grand bonheur de recevoir deux responsables de l'Observatoire de l'immobilier durable. On a Sabine Brunel qui va nous rejoindre. Elle est responsable du programme bâtiment décarboné au sein de cet observatoire. Elle est accompagnée du directeur général, Loïs Moulas, qui est avec nous. Bonsoir à tous les deux et merci de partager ce moment. Avec nous également Hervé Lassaigne, qui est le président d'Ascodit. Est-ce qu'il est là, Hervé ? Il est là. Il est là et il va nous dire en quelques secondes, Ascodit, en un mot, définition, Hervé. Un bureau d'études spécialisé sur les métiers techniques du bâtiment et particulièrement la rénovation des bâtiments tertiaires. C'était précis, concis et on a compris. Deux personnalités de l'UNIS sont avec nous ce soir pour évoquer ce sujet. C'est Jean-François Trabli, le président de la Commission nationale immobilier d'entreprise. Jean-François, on vous salue et on apprécie énormément le magnifique bâtiment qui est derrière vous. Et puis, on a l'incontournable Olivier Safar, le président de la Commission nationale de la copropriété. Olivier. Bonsoir à tous. Bien, vous êtes d'ores et déjà très nombreux à nous avoir rejoints. Vous savez que vous avez la possibilité de nous envoyer des questions, des remarques, des coups de cœur, des coups de gueule. C'est comme vous voudrez. Je serai votre porte-parole. J'essaierai de gommer des excès si d'aventure il y en a. Première question, elle est peut-être pour Loïs Moulas ou pour Sabine Brunel qui sont avec nous ce soir, je vous le disais. D'abord, j'ai caricaturé ce dispositif en disant qu'il était prévu pour améliorer la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Est-ce qu'on peut être un tout petit peu plus précis sur la définition de ce décret tertiaire ? Le dispositif éco-énergie tertiaire, plus communément connu sous le terme de décret tertiaire, est une obligation d'amélioration énergétique des bâtiments tertiaires à l'horizon 2030 et reconduite annuellement avec des objectifs progressivement plus contraignants jusqu'à 2050. C'est la contribution du bâtiment tertiaire à la stratégie nationale bas carbone qui vise la neutralité carbone en France en 2050. Et c'est un texte qui est en discussion depuis une dizaine d'années, qui a été réhabilité au fil de différentes lois et qui arrive un petit peu à la fin de son parcours réglementaire en ce moment, et donc pour une application au 30 septembre 2022. Est-ce qu'on peut revenir très rapidement sur les obligations de réduction des consommations d'énergie, les trois indicateurs principaux ? Alors, pour faire simple, il y a une obligation de moins 40% de consommation énergétique à horizon 2030, moins 50% à horizon 2040 et moins 60% à horizon 2050. Tout ceci comparé à une année de référence dont on parlera après, qui sera à fixer de la façon la plus pertinente possible pour les acteurs. On a bien compris, la barre est placée très haute et en tout cas, les échéances sont d'ores et déjà fixées. Alors évidemment, la question qui se pose immédiatement après, c'est en quoi les métiers de l'immobilier sont-ils concernés ? Et je la précise, Jean-François Trabli, est-ce que tous les métiers de l'immobilier sont concernés par ce décret tertiaire ? Alors, tous les métiers vont être impactés au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du dispositif. D'abord, les gestionnaires et les syndics vont devoir rentrer un certain nombre d'informations pour alimenter la plateforme Opérate, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, les transactionnaires, les gestionnaires, dans leur location ou dans leur
renouvellement de baux ou dans leur vente de locaux vont être impactés, puisque bien sûr la performance énergétique du bâtiment et son avenir et son devenir vont impacter les prix, ça c'est évident. Et puis, les promoteurs rénovateurs vont également être impactés dans leur travail quand ils vont devoir remettre en état des locaux tertiaires. Et puis, au bout du compte, les experts également, dans les avis de valeur qu'ils vont donner, ils vont devoir tenir compte de l'étiquette qui va être donnée, je parle d'étiquette, on en parlera tout à l'heure, ou de la valeur énergétique actuelle du bâtiment par rapport aux éléments qui seront rentrés dans Opérat. Donc, les experts vont devoir aussi tenir compte de tout ça. Donc, tous nos métiers vont être impactés par ce dispositif. Alors, on a bien compris les enjeux, aussi bien pour les propriétaires ou locataires de bâtiments tertiaires, mais aussi pour celles et ceux qui, à l'UNIS et ailleurs, sont impliqués dans les métiers de l'immobilier au sens large. Alors, vous avez prononcé le mot de plateforme Opérat. Alors, moi, je croyais qu'on prononçait Opéra, mais visiblement, ce n'est pas tout à fait la même musique. Et donc, cette plateforme, dont j'ai cru comprendre qu'elle était le centre névralgique, le cœur du dispositif, est-ce que vous pouvez, peut-être Sabine ou Loïs, nous en parler, nous donner son mode opératoire dans ces grandes lignes? Oui, tout à fait. Alors, en fait, le ministère de la Transition écologique et l'ADEME sont en train de développer cette plateforme de recueil des données énergétiques, parce que qui dit fixation d'un objectif de diminution énergétique dit pouvoir centraliser toutes ces informations énergétiques pour pouvoir faire les calculs d'atteinte ou de non-atteinte d'objectifs. Du coup, pour ce qui concerne Opéra, c'est une plateforme qui devrait être désormais à disposition des acteurs, on va dire, pour les modules principaux d'ici la fin de l'année, 31 décembre 2021, notamment pour ce qui concerne la création de leur patrimoine, tous les lots qui sont assujettis au décret tertiaire, ainsi que la remontée de leur consommation énergétique pour les années concernées. Est-ce que j'ai bien compris? Opérat, ça veut dire Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. On est bien d'accord? Ça, c'est la bonne définition. Donc, est-ce que j'ai bien compris que propriétaires, bailleurs, occupants, on doit déclarer les consommations des locaux tertiaires sur cette plateforme, c'est ça? Absolument. Absolument. Et en retour, la plateforme fournit quoi? Une attestation? Alors, effectivement, il y aura une attestation qui permettra de situer l'avancée du lot ou du bâtiment dans la trajectoire de diminution requise pour atteindre l'objectif fixé. Et donc, cette attestation sera téléchargeable annuellement depuis la plateforme. Et est-ce que cette attestation est complétée par une note, comme on peut l'avoir pour les appartements lorsqu'ils sont mis en vente, par exemple? Oui, alors en fait, c'est pas tout à fait une note, mais c'est effectivement une notation qui permet de situer dans un couloir de diminution là où se situe le lot considéré. Et en fait, ce schéma avec la notation sera intégré dans l'attestation qui sera téléchargeable. Alors, quel est le planning? Vous l'avez dit, mais on va le préciser parce que je crois que les choses sont en train de changer ou ont changé. Quel est le planning de déploiement de la plateforme? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, la première date de remontée des données de consommation énergétique est fixée au 30 septembre 2022. Ça a été décalé il y a très peu de temps. Et donc, on est passé du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2022, ce qui laisse une année de répit aux assujettis pour… enfin, pardon, pas une année de répit, mais une année de travail supplémentaire aux assujettis pour faire le nécessaire pour remplir leurs données énergétiques sur la plateforme. On a frôlé la correctionnelle, parce que le titre de ce rendez-vous, c'est « Il est urgent de ne pas attendre pour se mettre en marche dans ce dispositif ». Quels sont les enjeux du report? Question rapide, Olivier ou Jean-François, dont on perçoit qu'il est en train de batailler pour essayer de retrouver l'image, peut-être avec son téléphone portable. Olivier, qui est calé. Les enjeux du report, en réalité, c'est de permettre à tous, qu'ils soient syndics, gestionnaires, occupants, commerçants, de comprendre les règles, de comprendre comment marche Opérat, quelles sont les informations qu'ils doivent recueillir et les mettre en ligne, bien évidemment, et ensuite choisir la bonne année de référence. Parce que si vous choisissez la mauvaise année de référence, vous allez avoir un gap, dans certains cas, violent à combler. Donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est de permettre à tout le monde, de comprendre,
2, de se familiariser, et 3, de respecter, on va dire, certaines règles, mais surtout de préciser des règles en matière de copropriété et d'ASL, parce que ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Alors, la question que nous pose Patricia, qui est à Paris, elle nous dit qu'est-ce que c'est qu'un local tertiaire? Est-ce que c'est uniquement les locaux commerciaux ou seulement les bureaux, les activités médicales et paramédicales? Qui peut nous donner une explication? C'est tout ça, c'est tout cela, c'est tout ce qui n'est pas de l'habitation, en gros. Ouais. Donc, par exemple, les services publics aussi. Les services publics sont des locaux tertiaires, bien sûr, évidemment. Par définition, les locaux tertiaires, c'est tout ce qui n'est pas résidentiel, primaire ou secondaire. Donc, ça inclut les bureaux, tout ce qui relève de l'administration publique, les équipements sportifs, les commerces, les écoles, les centres hospitaliers, l'ensemble du secteur tertiaire français. Moi, je voudrais juste préciser 2 points sur ce qui a été dit juste avant qu'on passe à la suite. En résumé, la plateforme Opéra, c'est l'outil de référence pour suivre son obligation d'amélioration énergétique. Premièrement, au-delà de seulement la remontée des consommations. Et aussi un deuxième point, c'est qu'on a un objectif qui peut être fixé par rapport à une année de référence et un objectif qui peut être atteint si on est déjà au-delà d'une performance exprimée en valeur absolue fixée par arrêté. Donc, si on a un bâtiment qui est très performant, une entité fonctionnelle qui est très performante, on peut déjà avoir réussi son objectif. C'est quand même quelque chose qu'il fallait préciser. Alors, je vais vous poser des questions très, très rapides. Vous répondez par oui ou non. Dans le tertiaire, est-ce qu'on a par exemple les bâtiments de culture et de spectacle? Oui. La logistique? Oui. Tout ce qui est salles et centres d'exploitation informatique? Oui. Oui, les magasins de motos et les concessions automobiles? Oui. Tout ce qui est commerce, blanchisserie, imprimerie, reprographie aussi? Tout ça figure dans la liste des bâtiments et des activités qui sont concernées donc par ce décret. Non seulement tout cela figure dans la liste, mais tout cela est également répertorié parce que chaque catégorie de bâtiments et chaque activité est pratiquement répertoriée et a ses propres objectifs. D'accord. Alors, il y a quelques questions concernant, elles nous permettent d'aller un tout petit peu plus loin, elles nous font entrer dans la cuisine, dans la technique. Est-ce qu'il y a une superficie plancher ou plafond qui est concernée? Est-ce qu'un commerce de 48 mètres carrés est concerné par ce décret tertiaire ou pas? Quels sont les bâtiments concernés? Je vais répondre différemment de ce que vous imaginez. La limite, elle est de 1000 mètres carrés. La difficulté, c'est la multi-occupation dans les différents lieux. Imaginez, vous avez un immeuble qui est en copropriété dans lequel vous avez 10 commerces. Chacun fait 120 mètres carrés. En additionnant les 10, vous êtes au-dessus des 1000, vous êtes à 1200 mètres carrés. Ils se trouvent tous concernés par l'addition. Et c'est ça, la difficulté de compréhension que l'on a et de certains en disant « mais moi, je ne suis pas concerné, je ne fais pas 1000 mètres carrés ». Sauf que mon bonhomme, tu es dans une copropriété ou dans un seul bâtiment ou même dans une ASL et dans une AFUL. Et au milieu, à côté de toi, il y a un supermarché. Bang, tu rentres dedans. Et ça, c'est difficile à faire comprendre et ils ont beaucoup de mal à l'entendre. Donc, c'est en fait le cumul des surfaces égales ou supérieures à 1000 mètres carrés. C'est ça, j'ai bien compris. Hein? C'est ça. Et quand bien même le local ferait 10 mètres carrés, dans un ensemble de plus de 1000 mètres carrés, le local de 10 mètres carrés est concerné. Question qui nous vient du 78. Est-ce que les bâtiments neufs sont concernés? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Dans la loi Elan qui a réhabilité ce dispositif, seuls sont concernés les bâtiments existants à la date de publication de la loi, soit novembre 2018. Pour autant, il y a des discussions qui sont en cours pour, via un vecteur législatif, modifier ce bout de phrase de telle sorte à ce que tous les bâtiments demain, neufs y compris, le soient. Mais à date, ce n'est pas le cas, sachant qu'il y a une réflexion pour que demain ce le soit. Alors, je comprends bien pour les bâtiments neufs construits selon les règles de l'ART 2012, ça je l'entends bien, mais ceux qui sont neufs et qui vont arriver sur le marché aujourd'hui, de toute façon, ils sont dans les clous en termes énergétiques. Normalement, ils répondent à une autre norme, non? On parle d'un niveau de consommation énergétique en consommation énergétique réelle.
Et lorsque vous construisez un bâtiment neuf, vous construisez selon un standard calculé. Donc, quel que soit le standard avec lequel vous construisez un bâtiment, si demain, en réalité, il consomme plus que la valeur absolue dont nous parlions tout à l'heure, qui est notre manière d'atteindre son objectif, alors il devra réduire ses consommations énergétiques, soit jusqu'à cette valeur absolue, soit de moins de 40%, si les moins de 40% le font toujours atteindre une valeur au-dessus de cette valeur absolue. D'une certaine manière, pour synthétiser ce que je viens d'expliquer, ce que souhaite le législateur, c'est que demain, tous les bâtiments tertiaires aient un niveau minimum qui soit égal à la valeur absolue pour une typologie donnée, que ce soit logistique, commerce, etc., soit de moins 40% par rapport à l'année de référence qui se sera fixée entre 2010 et 2019, 2020 étant exclu du calcul. Donc, il y a les deux approches. Hein. C'est soit par rapport à la catégorie de bâtiments et d'activités qu'il héberge, soit ce que vous venez de dire à l'instant. Et donc, on est vraiment on a le choix, c'est ça que vous êtes en train de dire? On a le choix, mais le choix se fera automatiquement via l'outil Opera en réalité. Parce que dans l'outil Opera, vous allez rentrer une année de référence et un niveau de consommation énergétique réel d'ici à 2022. Donc, la plateforme Opera, en fonction de la typologie de l'eau que vous aurez renseignée, vous calculera automatiquement l'atteinte de votre objectif par rapport à ce qui est le plus avantageux pour vous. Donc, ce n'est pas une question de choix, c'est une question d'avantageux. On a une question de François qui nous dit pas de quel endroit il nous appelle. Il nous dit quels sont les mètres carrés qui entrent en compte? Est-ce que c'est la loi Carrez? Est-ce que c'est un autre dispositif? Est-ce que les locaux privatifs sont pris en compte? Est-ce que deux bâtiments de 550 mètres carrés distincts mais sur une même parcelle sont-ils concernés? Est-ce qu'on peut préciser ça? Oui, on peut. Je prends la parole si personne d'autre ne. Avec plaisir, allez-y. Globalement, on parle d'un site de plus de 1000 mètres carrés. Et un site de plus de 1000 mètres carrés peut être composé de plusieurs bâtiments qui sont sur une même parcelle cadastrale, par exemple. Ça peut être aussi plusieurs bâtiments qui sont sur plusieurs parcelles cadastrales différentes, mais qui font l'objet d'un ensemble. Je vous donne un exemple. Moi, je gère deux copropriétés qui sont sur un même bâtiment sur trois terrains différents, sur deux terrains différents, avec un troisième bâtiment qui est en monopropriété, mais l'ensemble est clôturé. Les trois bâtiments sont clôturés par la même clôture et ont le même portail d'entrée, le même portail de sortie. Ce ne sont pas des bâtiments qui sont sur une ASL, mais c'est considéré comme un seul site puisqu'on a un système de circulation, un portail d'entrée, un portail de sortie. On a trois entités complètement différentes. La première fait 500 mètres carrés, la deuxième fait 500 mètres carrés, la troisième fait 500 mètres carrés. On a bien 1500 mètres carrés de bâti et on a bien un site de plus de 1000 mètres carrés. Donc, chaque copropriété ou monopropriété est soumise au dispositif éco-énergie tertiaire. Alors, s'ils ne veulent pas être soumis, il faut supprimer la barrière, c'est ça, Jean-François? Si on ne veut pas être soumis, il faut effectivement reclôturer et refaire des accès complètement différents. Je m'excuse d'être un petit peu, mais je pense que ça c'est très parlant parce qu'on a l'impression de ne pas y être, mais on y est. Voilà, en gros, c'est ça. Hervé, vous voulez dire quelque chose? Je peux être précis par rapport à la question sur la loi Carré. En fait, le législateur a inventé une nouvelle type de surface qui s'appelle la surface de plancher. Et en gros, c'est la surface du bâtiment, la surface utile du bâtiment, dont on enlève les locaux techniques, les gaines d'ascenseur, des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est une nouvelle. Ça ressemble un peu, pour ceux qui ont connu cette notion, à la SUB, la surface utile brute. Mais donc, il y a un nouveau calcul qui doit être fait parce qu'éventuellement, vous êtes à 999 et vous passez en dessous de la norme. D'accord. Donc, j'imagine qu'on va assister à quelques subtilités du genre je rajoute une gaine ou un tuyau pour gagner un mètre carré, etc. Mais ça, il y en a toujours. Bien. Question qui nous est posée aussi. Comment calculer les surfaces assujetties? Alors là, vous aviez en grande partie répondu, Hervé. C'est ça, ça. Donc, qui simplement les locaux techniques. Qui est assujetti? Est-ce que c'est le locataire ou le propriétaire? Qui peut répondre? Loïs, oui, on a fait. Allez-y. Celle-là, elle a l'air compliquée. Je vous sens tous dubitatifs. Vous affichez un sourire de circonstance pour l'occasion. Qui est assujetti, le locataire ou le propriétaire? Parlez sans crainte.
J'ai envie de vous répondre. Les deux, mon général, chacun étant assujetti sur son périmètre de responsabilité. Sachant qu'on peut peut-être définir deux périmètres de responsabilité. Il y a celui qui consiste à remonter des consommations énergétiques et il y a celui qui consiste à mener les actions permettant l'atteinte de l'objectif de moins 40% ou l'atteinte d'un niveau de consommation inférieur à la valeur absolue fixée par arrêté. Et donc, par là même, si nous parlons d'un lot privatif occupé, eh bien, la remontée des consommations incombera au détenteur du contrat énergétique de ce lot et des tantièmes qui lui sont redistribués sur les consommations des parties communes. Si on parle d'un lot privatif vacant, eh bien, cette responsabilité reviendra au propriétaire du même lot. Lorsqu'on parle du plan d'action, il y a un certain nombre de réglementations qui distribuent les responsabilités, que ce soit sur le clos couvert, les équipements terminaux. Et de la même manière, le plan d'action pour l'atteinte des objectifs sera réparti entre le bailleur et son preneur à bail. Donc, c'est là où la question est assez complexe. D'autant plus que là, on parle de la théorie. Après, in fine, la responsabilité sera sans doute régie par la manière dont les baux seront rédigés. La responsabilité finale, parce que la responsabilité, voilà, la responsabilité finale. Et là, moi, je voulais, Loïs parlait de tantième tout à l'heure. Dans les discussions que nous avons eues à propos de la plateforme Opérate, on parle pas souvent de tantième, mais on parle de prorata de surface pour notamment le calcul et le rapport au locataire ou à l'occupant de la part du syndic des kilowatts consommés d'énergie finale du bâtiment. Et moi, j'ai surtout entendu parler, non pas de tantième, mais de prorata de surface qui serait à saisir dans la plateforme Opérate. Vous avez raison, ma langue a fourché. Là-dessus, on est bien d'accord, c'est bien sur ces surfaces hein, et non pas sur des tantièmes. Vous avez bien raison, ma langue a fourché, Sabine est d'accord avec vous. C'est ça, d'accord. Bon, c'est subtil. Voilà. Et moi, j'ai un problème sur les surfaces parce que dans certains locaux, la difficulté vient du volume. Je l'explique. J'ai certains locaux qui sont pour la plupart, par exemple, des supermarchés où j'ai des volumes différents en hauteur et effectivement, par rapport au local d'à côté dans lequel j'ai bien évidemment le double de surface parce qu'il y a une mezzanine ou un étage intérieur. En revanche, dans mon supermarché, j'ai toute la hauteur. Et donc, on va se retrouver avec des tantièmes qui sont complètement différents. Pourquoi d'un côté, mais les superficies, ça va être encore pire. Et c'est là où on a une vraie difficulté sur nous, les calculs, les informations que l'on va donner ou que l'on doit saisir, tant pour le copropriétaire que pour le locataire, voire le syndic, dans Opérate. Et j'ai besoin de précision là-dessus. C'est une de nos difficultés. Et c'est une de nos difficultés, Olivier, d'autant que jusqu'à présent, nous, syndics, nous ne répartissons que des sommes hors taxes ou TTC et nous ne répartissons pas des kilowatts. Et là, il va falloir que nous injections dans nos machines des kilowatts qui vont être répartis au mètre carré. C'est-à-dire ce sont des éléments qui n'existent pas dans nos logiciels. Alors, deux questions. Attendez. Deux questions. La première, qui est loin d'être anecdotique. Christian veut savoir si les bâtiments non chauffés sont impactés ou pas, concernés ou pas. Oui. On parle d'énergie finale du bâtiment, oui. On ne parle pas de chauffage. Hein. Oui. Ouais. Ils sont d'accord. Donc, on prend l'électricité pour l'éclairer, s'il est éclairé, par exemple. Ouais. Autre question, ou plutôt une remarque de Jean-Pierre, qui nous dit bonjour, parce que Jean-Pierre est courtois, et il nous dit lorsque nous sommes syndics, nous ne disposons pas des surfaces des sites. C'est la réalité. C'est vrai. Il a raison. Hein, il a raison. Non seulement il est courtois, mais il est pertinent, Jean-Pierre. Il est très pertinent. Vous voyez ? Alors, dans certains immeubles neufs, on les a. Pourquoi ? Parce qu'ils sont neufs et on a toutes les informations là-dessus. Sauf qu'ils ne sont pas concernés pour le moment. Comment obtenir des syndics les renseignements nécessaires qu'à sauf erreur, le décret s'applique non pas sur les seuls lots gérés, mais sur la totalité des locaux de l'immeuble ? Ah oui, c'est une remarque pertinente aussi. Loïs, qu'est-ce que vous dites ? Peut-être Sabine. Ou Sabine, tiens. Alors vous voulez parler du cas où le syndic gérerait la partie tertiaire, par exemple, d'un ensemble mixte, quelque chose comme ça ?
Ça peut être ça, ou alors il gère une partie de l'ensemble et pas tout. C'est ce que j'ai cru comprendre Une aussi. partie de l'ensemble. Comment ils vont se répartir les responsabilités entre syndic et bailleur? Alors, ça c'est une question difficile. C'est une question difficile. Je pense que le message qui est à chaque fois envoyé, ce sont des messages de retour au bon sens, j'allais dire, et d'essayer de faire des répartitions. Du coup, on en revient à cette histoire de prorata de surface, probablement, avec ses limites qui viennent d'être exposées. Et après, effectivement, de se mettre d'accord. Alors, imaginons qu'il y ait un bailleur qui ait deux syndics qui géreraient deux parties différentes de son bâtiment. Alors, effectivement, là, il faudrait prévoir précisément quelle surface est pilotée par l'un, quelle surface est pilotée par l'autre, et préciser notamment quelle surface de partie commune doit être réaffectée d'un côté et quelle surface doit être réaffectée de l'autre, parce que ça va être une grosse partie du travail aussi. Oui, on fait au prorata et on essaie de voir avec du bon sens qui s'occupe de quoi. C'est ce que je crois comprendre. Question très précise. Un locataire d'un local tertiaire de 130 mètres carrés dans un bâtiment de 2000 mètres carrés de tertiaire, est-il assujetti ou est-ce que c'est uniquement le propriétaire qui est assujetti? Les deux, mon commandant. Les deux. Deux sont assujettis. D'accord. Quelles sont les précautions à prendre du coup dans le bail lorsque on sait tout ce que vous venez de dire et la complexité de la chose? Quelles sont les précautions à prendre, Jean-François? Et justement, alors avec la commission immobilière d'entreprise de l'UNIS, nous avons travaillé là-dessus et nous avons mis à disposition des confrères sur l'extranet une clause type qui dit un petit peu si bien sûr le local est assujetti au dispositif éco-énergie tertiaire, qui donne un petit peu la marche à suivre et des pistes, et notamment qui met au locataire la charge de la remise des locaux au niveau énergétique. Et c'est une clause qui peut servir effectivement de départ à une négociation, notamment quand on va discuter avec le locataire des futures relations qu'on va avoir vis-à-vis des économies d'énergie. Il faut bien se dire quand même que le bénéficiaire final des économies est quand même le locataire. Il ne faut pas l'oublier, c'est l'occupant final du bâtiment qui va bénéficier des économies générales qui vont être réalisées dans les travaux du bâtiment. Mais cette clause peut être également l'occasion de régler la part mise par le bailleur aux futurs travaux qui doivent être faits dans les locaux. Voilà. Donc, c'est très important et c'est pour cette raison que depuis déjà plus d'un mois et demi, on a mis en place cette clause type. Alors, de nombreuses questions concernent les bâtiments en copropriété. Je vois Olivier Safar qui se met dans les starting blocks quand il entend le mot copropriété. Et la première est toute simple, c'est quelles sont les copropriétés concernées par ce décret tertiaire et comment évaluer les fameux 1000 mètres carrés en cas de multi-occupation? Alors, la première chose à faire, c'est quand on sait qu'on a effectivement plusieurs locataires ou plusieurs copropriétaires et qu'on a l'impression que ça peut faire 1000 mètres carrés, c'est de demander à chacun des copropriétaires les superficies. Déjà, c'est un premier point, parce que ces informations-là, on ne les a pas. On a tout leur quantième aujourd'hui. Et quand on a effectivement ça, et ensuite, deuxième chose, c'est de rappeler qu'il y a des nouvelles règles et que ces nouvelles règles, elles s'appliquent tant aux copropriétaires qu'aux locataires. Donc, il appartient effectivement au syndic d'écrire au copropriétaire, parce que son seul lien de droit est avec le copropriétaire, en lui demandant d'intervenir. Alors, sachez que certains locataires nous interrogent déjà. Ils ne sont pas copropriétaires, mais ils sont locataires. Ils savent qu'on est le syndic. Pourquoi? Parce que quand le propriétaire leur fait leur régule de charge en matière de chauffage, le chauffage, il vient de la copropriété. Donc, ils ont parfois besoin d'informations, de compléments, de relevés de compteurs ou autres. Et donc, bien évidemment, c'est vers le syndic qu'ils se tournent. Et attention, tout est compliqué. J'ai un immeuble où j'ai bien le chauffage que je délivre à tous mes locataires, à tous les copropriétaires, y compris les locaux tertiaires, mais la partie climatisation est gérée par le bailleur pour ses 5 locataires. Donc oui. Là, j'ai répondu au bailleur que c'était à lui de donner l'information sur la partie, effectivement, de la partie vente et clim, clairement. Et lui, il a un problème avec les mètres carrés et les mètres cubes. Vous avez compris.
Oui, moi aussi d'ailleurs, si on peut, si vous pouvez me rappeler la règle. Alors, donc vous avez en grande partie répondu à la question qui suivait, quel est le rôle du syndic, mais j'allais presque dire en contrepoint, quelle est la ou les responsabilités du syndic dans la mise en œuvre de ce dispositif? Alors, le syndic, il a d'abord une responsabilité habituelle, c'est le devoir d'information et de conseil. Il doit informer. À un moment, il faut informer nos copropriétaires en leur disant attention, il y a des nouvelles règles, il y a une nouvelle façon de faire. Il y a le décret, effectivement, est sorti, mais on a une date butoir qui est reportée de septembre 2021 à septembre 2022. Bonne nouvelle, mais il faut se préparer. Et il faut que vous regardiez les différents points et ces différentes choses. Ensuite, bien évidemment, il va falloir que dans certains syndicats de copropriété, on aille à la pêche d'informations, que l'on demande les superficies à nos charmants copropriétaires et à leurs locataires, de revérifier que notre superficie de plancher, la fameuse splash, c'est comme ça que je l'appelle, parce que quand tu essaies de la calculer, tu te plantes, tu te mets dans l'eau, donc tu es direct, tu atterris par terre, et c'est une vraie difficulté. Pourquoi? Attends, juste sur ce point-là, Richard, qui est à Bordeaux, nous dit comment faire si le locataire ne souhaite pas donner ses consommations électriques. Comment retrouver les consommations des locataires étant partis aussi. Vous voyez, on imagine d'ores et déjà des difficultés parce que peut-être on les a déjà rencontrées. Alors, si c'est le locataire qui est parti, c'est au bailleur de les récupérer. Il va avoir des difficultés parce que c'est lui qui doit remplir la partie opérate si son local est vide. En revanche, si le local est occupé, et c'est au locataire de le remplir. Et là, Hervé peut nous donner des pistes, parce qu'il y a la possibilité de récupérer des consommations, Hervé. Alors, mais ça coûte de l'argent éventuellement, mais dans beaucoup de cas, avec ERDF ou GRDF, on peut récupérer des consommations globales. Donc, on peut avoir des éléments. Mais maintenant, l'occupant, le locataire, est obligé, en tous les cas, lui-même de remplir la plateforme Opéra. Donc, il n'a aucun, c'est pas le propriétaire qui est responsable de la consommation de ce locataire, et donc il n'a aucun intérêt à vous cacher ces éléments-là. Mais ce n'est pas le propriétaire qui est responsable des consommations de son locataire. Le locataire, il doit reporter dans la plateforme Opérate. Moi, je voudrais préciser ce point. Stricto sensu, c'est le détenteur du contrat d'énergie qui doit remplir Opérate. Pour autant, le texte dit que les informations sur les consommations doivent être partagées. Et donc, de fait, elles devraient être partagées automatiquement entre bailleurs et preneurs à bail sur la plateforme Opérate. Donc, pour répondre à la question, tant que l'ancien locataire est présent dans son bail, dans ses locaux, il a l'obligation de remplir les consommations énergétiques sur la plateforme Opérate, auquel le bailleur aura accès. Le local devient vacant, c'est au bailleur désormais de remplir les informations sur les consommations, il redevient occupé, c'est le nouveau preneur qui devra remplacer. Après, effectivement, si l'ancien preneur à bail n'a pas rempli son obligation, peut-être que le bailleur pourra se retourner contre lui parce que c'était de sa responsabilité. Mais en tout état de cause, de toute façon, les informations sur les consommations énergétiques, qui que ce soit qui soit à l'origine de ces informations, devront être, sans accord contractuel spécifique, remontées par le détenteur du contrat. D'ailleurs, je réponds aussi à la question tout à l'heure, dans le cas d'ensemble immobilier, où on aurait plusieurs syndics. Vous avez un syndic qui s'occupe de la clim, un syndic qui s'occupe du chauffage. Voilà. Sans accord particulier contractuel, celui qui s'occupe de la clim, il remonte la clim, celui qui s'occupe du chauffage, il remonte le chauffage. Voilà comment la répartition des responsabilités égales se fait. C'est précis. Alors, je comprends. Excuse-moi, mais il va les remonter en tantième de copropriété et pas en superficie qu'il n'a pas. Et ça, c'est une difficulté avec Opéra. Oui, ça c'est vrai. Alors, je comprends la complexité des réponses, puisqu'on est sur un texte nouveau qui n'est pas encore codé, mais si je peux vous demander d'être plus concis, parce que je suis submergé de questions, donc je vais me faire des ennemis. C'est moi qu'on n'aimera pas si vous ne répondez pas, parce qu'on m'aura reproché de ne pas les avoir posées. Alors, très vite, le respect des obligations est-il contrôlé dans le cadre de la transaction, en cas de vente ou de mise en location? Oui ou non? Excellente question. Ah, on n'a pas la réponse du coup, pour l'instant. Ouais. Enfin, oui. Il est probable que le notaire, lors d'une vente, doit ne
ne manquera pas de demander les informations qui ont été communiquées sur Opérate pour que effectivement l'acquéreur ait les informations avec les objectifs fixés. Ça, c'est clair. Ensuite, en matière locative, si le transactionnaire doit louer des bureaux ou des locaux tertiaires, est-ce qu'il va donner les informations du prédécesseur? Il y a sûrement certains qui vont les demander, d'autres qui ne le feront pas, mais pour l'instant, je n'ai pas vu d'obligation de donner des informations. D'accord. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises d'années de référence. Il est temps de préciser cette notion. C'est-à-dire que si je dois mesurer mes consommations et les faire évoluer, évidemment, c'est par rapport à un point zéro. Quel est ce point zéro? Comment il est défini? Est-ce que Hervé a des réponses à nous donner? Alors, le point zéro, c'est le propriétaire, enfin l'assujetti qui va le choisir. Il est situé entre 2010 et 2021 maintenant. Si on ne dit rien, ce sera la première année reportée dans Opérate. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une approche pragmatique, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, moi, en tant qu'occupant, j'ai fait les travaux, j'ai amélioré ma consommation par ce biais-là ou pris des décisions? Je vous donne un exemple. Un de nos clients, qui est le bâtiment de la PHP, il dépensait 20 gigawatts, peu importe le montant, et puis il a fait un plan d'intéressement avec Engie, et il y a eu une incroyable amélioration qui passait à 12, de 20 à 12. Ça veut dire qu'en déclarant l'année de référence correspondante, en l'occurrence c'est 2014, sans regarder toutes les autres années, il a déjà rempli ses obligations. Ce n'est pas tout à fait l'esprit citoyen de la loi. Non, ça c'est un peu une approche sucre, là, quand même. Non, je pense qu'il faut en tous les cas se poser la question, quand est-ce que j'ai fait des travaux, quand est-ce que j'ai fait des améliorations, et essayer de remonter l'année d'avant. À ce moment-là, on a quelque chose de simple. Il ne s'agit pas que chacun se mette à regarder toutes ses années de consommation depuis 10 ans, parce que ça va être une usine à gaz qu'on ne va pas être capable de gérer. Alors, François veut tout savoir. Ah, pardon, Sabine, allez-y. Je voulais juste compléter en disant que l'esprit du texte, ça reste quand même d'amener les bâtiments sur une trajectoire vertueuse en termes de consommation. C'est pour ça qu'il y a aussi ces valeurs absolues. Et quelque part, dans l'exemple que donne Hervé, si en menant ces travaux-là ou en mettant ce contrat en place, on a permis cette réelle amélioration et qu'on se rapproche de la valeur absolue pour telle catégorie d'activité, quelque part, on est dans les clous également. Alors, une question de Nadine qui dit si un syndic de copropriété refuse de mettre en œuvre le décret tertiaire dans une décision d'assemblée générale, que se passe-t-il? Est-ce qu'il est responsable, le syndic? Je crains qu'il n'y ait pas de questions à poser à l'ordre du jour pour mettre en œuvre. Moi, je n'ai pas vu, mais devait mettre un point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. On devait simplement, effectivement, permettre aux copropriétaires concernés d'avoir les informations pour les mettre sur Opérate. Alors, on a parlé des objectifs globaux, les 3 échéances, les 3 objectifs en termes d'économie d'énergie. On a parlé de la règle, mais on n'a pas parlé des moyens. Alors, il y a une question qui nous pose la question suivante, une question qui est la suivante. Quelles sont les actions à mettre en œuvre? Par quoi commencer? Faut-il faire un diagnostic dans le bâtiment concerné? Hervé? Déjà, les actions à mettre en œuvre, elles sont de 3 sortes. En gros, il y a des actions de gestion du bâtiment. Celles-là sont parfois très simples à faire. Améliorer les comportements. Dans le domaine du tertiaire, un bâtiment, il est alternatif. Enfin, il est utilisé 10 heures par jour, contrairement à l'habitation. Et puis, pendant 5 jours par semaine, contrairement à l'habitation, qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire et c'est le premier axe de travail. Le deuxième axe de travail, ça va être des choses sur les équipements techniques, éventuellement, donc avancer sur l'amélioration des équipements techniques. Et le dernier axe, c'est éventuellement de faire du structurel sur l'enveloppe du bâtiment. A priori, il faut éviter celle-là, ce qui est très coûteuse pour le copropriétaire et pour le locataire, et essayer de faire les autres avant. Et très souvent, on va avoir le bon résultat avec ces premiers éléments. Alors après, faut-il faire un diagnostic sur le bâtiment concerné? La question que vous avez posée, oui, si les décisions sont prises au niveau du bâtiment. Si les contrats de clim et de chauffage sont pris au niveau du bâtiment, oui, il faudra sans doute faire un diagnostic, embaucher quelqu'un pour aider à ce diagnostic. Si par contre chaque locataire a ses propres chauffages, ses propres éléments, et qu'il y a très peu dans les parties communes, on peut faire quelque chose de très simple au niveau du bâtiment et le syndic pourra avoir un rôle relativement limité. Moi, si je veux juste compléter cette réponse pour dire, avant toute chose, pour savoir le niveau d'effort à engager dans un bâtiment, il faut connaître
donc son année de référence ou sa distance à la fameuse valeur absolue. Donc, l'étape numéro 1, c'est d'essayer de retracer les consommations énergétiques de ce bâtiment, savoir combien il consomme à l'instant T et une année de référence le plus loin. Et en fonction de cela, se laisser le temps de faire un diagnostic. Parce qu'il faut savoir que dans le cadre du texte réglementaire, on a la possibilité de venir moduler l'objectif qu'on aura à atteindre en fonction des contraintes techniques et architecturales du bâtiment. Donc, si vous faites aujourd'hui un diagnostic énergétique et que vous êtes obligé d'en refaire un dans 3 ans parce qu'en fait, vous aviez une mauvaise connaissance de votre bâtiment pour pouvoir moduler les objectifs, c'est un peu un gaspillage de temps et d'argent. Donc, la première étape, c'est déjà de savoir combien consomme son bâtiment, puis se laisser le temps jusqu'au 30 septembre 2026 d'en faire un pour moduler les objectifs le cas échéant. C'est comme ça que je le verrai. On est en copropriété, je me permets de compléter, on est en copropriété, ça dépend ce qui est pris en compte par la copropriété. Si le locataire gère l'essentiel de ses contrats, la copropriété peut faire une étude, mais son rôle va être très faible. Si elle a l'éclairage des parties communes, son rôle va être très faible. Et donc, à ce moment-là, c'est au niveau du locataire de faire ce diagnostic. Quelqu'un va faire un diagnostic, pas forcément le bâtiment. Florent Lacombe, à Montpellier, nous demande si un coefficient sera appliqué aux valeurs annuelles rentrées dans Opérat afin de prendre en compte la rudesse du climat. Il prend un exemple très clair, il nous dit, rappelez-vous de l'hiver plus froid en 2015 qu'en 2016. Est-ce qu'il y a des coefficients selon les variations climatiques ? Oui. Bien sûr, ce sont les degrés jours qui sont pris, hein, c'est ça, Hervé. C'est ça. En fait, il y a deux choses. Il y a les zones géographiques qui sont prises en compte déjà pour recalculer les valeurs absolues. Et en même temps, il y a une évaluation des degrés jours unifiés, c'est-à-dire les degrés de température, pour mettre à égalité toutes les années, qu'elles soient chaudes ou froides. C'est ce que nous disait Sabine tout à l'heure, l'esprit du texte n'est pas de pénaliser ou de sanctionner, mais simplement de construire une démarche vertueuse. J'ai bien noté cette expression qu'elle a utilisée et sur laquelle elle a voulu insister à juste titre. Alors, on nous dit, dans l'hypothèse où le coût des actions d'amélioration et les gains énergétiques sont manifestement disproportionnés. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que pour atteindre les objectifs, il faut que je casse tout, que je refasse tout, ça va me coûter un argent de fou, un fric de dingue, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? C'est l'un des cas de modulation. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité, au prix d'une étude technique bien approfondie et gérée par un professionnel, on va avoir la possibilité de réduire son objectif en fonction de ses contraintes et de ses coûts disproportionnés. Sachant qu'on limite les temps de retour des investissements, il y a 3 catégories. Il y a tout ce qui est régulation, une partie de la première chose dont je parlais tout à l'heure. Si on a un retour supérieur à 6 ans sur ces régulations, on a le droit de ne pas avancer dans cette direction-là. Pour les équipements techniques, c'est 15 ans, chaufferie et climatisation, et pour l'enveloppe, c'est 30 ans. Mais attention, en fait, ces délais-là sont des délais qui, dans la réalité, vont être assez facilement atteints, c'est-à-dire que si vous modifiez la régulation de vos équipements de chauffage et de climatisation, votre temps de retour sur investissement est généralement inférieur à 6 ans. Si vous passez d'une chaufferie ou d'une climatisation antique à quelque chose de très moderne, vous allez aussi être en dessous. Mais en tous les cas, la loi permet ce type de modulation. Après, il y a le cas de l'enveloppe où éventuellement on ne peut jamais arriver, où on a des délais extrêmement longs sur la rénovation de l'enveloppe du bâtiment. Mais votre discours est intéressant, Hervé, puisque finalement, vous êtes en train de dédramatiser totalement le dispositif en nous disant, mais finalement, tout ça est possible. Il ne faut pas en faire un pataquès. Dans 90% des cas, ça va bien se passer. C'est ça que vous dites, non? Oui, en fait, on a fait, pour illustrer ça, on a fait une étude sur une 50aine de bâtiments qui sont les premiers sur lesquels on a avancé. Déjà, il y en avait 20% qui avaient déjà atteint les objectifs en valeur absolue. Ça nous paraissait très important, mais bon. Et les autres sont à peu près moitié-moitié entre des gens qui vont avoir besoin de la valeur relative, les moins 40, etc., et d'autres qui sont plus près que ça, qui vont plutôt viser la valeur absolue. Donc, il ne faut pas dramatiser, et peut-être qu'on aura des dossiers de modulation, mais il ne faut pas oublier qu'un dossier de modulation, il est prévu aussi si on peut atteindre l'objectif autrement, on ne module pas. Et je pense que dans beaucoup de cas, on pourra atteindre l'objectif autrement, notamment avec toutes les actions sur le comportement et la régulation. Alors, Bénédicte nous demande quelle est la fréquence de mise à jour des données
sur la plateforme? Est-ce que c'est annuel ou bien, là je complète, est-ce que c'est tous les 10 ans ou est-ce que je dois tout de suite montrer que je suis dans l'objectif ou est-ce que j'ai 10 ans pour l'atteindre? Comment ça se passe? C'est tous les ans que je remplis Opérate? Oui, aussi. oui, Loïc? pour les données de consommation. Oui. Pour les données de consommation, oui. Donc c'est une facture d'électricité, une facture de chauffage, une facture, c'est ça? Absolument. Et globalement, ça va être pour nous, gestionnaires ou syndics, Olivier, tu me coupes si je me trompe, mais ça va être pour nous la fourniture à chacun de nos copropriétaires, donc vers l'occupant final, de la consommation des parties communes et en kilowatts par mètre carré. En gros, c'est ça, avec le nombre de mètres carrés concernés par le copropriétaire ou l'occupant final en question. Pour pouvoir rajouter ça à la consommation individuelle de chacun des occupants qu'il devra lui-même uploader sur la plateforme Opéra. Ça, c'est le reporting annuel, pardon, c'est le reporting annuel, mais l'objectif est bien à 10 ans, il va en 2030. Oui. Entre les deux, on va reporter, on n'est pas à jour, c'est pas très grave. On a 10 ans pour faire le travail, mais il ne faut pas attendre, il faut partir tout de suite. Il est urgent de ne pas attendre, hein, c'est le titre encore une fois de notre rendez-vous. Réponse très rapide s'il vous plaît. Si des contraintes techniques ou architecturales me bloquent pour la réalisation de travaux, est-ce que je peux moduler, comme vous avez dit tout à l'heure, les objectifs? Oui, non. Oui, je peux le faire. Alors, question plus technique, quelqu'un qui déjà connaît bien le sujet. J'ai entendu parler d'une possibilité de modulation en fonction des, entre guillemets, indicateurs d'intensité d'usage. Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit concrètement? On peut prendre un exemple, ou Loïs, si tu veux. Non, allez-y. On peut prendre un exemple. Hein, c'est vous avez un bureau, un immeuble de bureau dans lequel on a 400 personnes ou 100 personnes qui sont logées dans cet immeuble de bureau. On en modifie l'occupation et on passe de 100 à 200. Ça induit des consommations supplémentaires et donc on va pouvoir moduler en fonction de ça. Et il y a dans alors on n'a pas ça pour toutes les catégories pour l'instant, mais ça va venir dans les décrets additionnels qui arrivent. On a un indice de calcul dans le décret. Quelqu'un qui veut y voir un tout petit peu plus clair et qui nous dit quel est le contenu du dossier technique à publier sur Opérate. Est-ce qu'on peut être précis, s'il vous plaît, Monsieur Loïs ou Madame Sabine? Oui, alors déjà, je vais en donner les grandes lignes, mais pour information, tout le contenu est disponible en annexe 4 de l'arrêté modificatif qui est actuellement en cours. Donc, il y a toujours moyen de se référer à cette annexe. Maintenant, pour vous situer un petit peu, dans le dossier technique, il faudra qu'il y ait une explication sur la situation de référence de l'immeuble, évidemment des données bâtimentaires, un point sur les contraintes spécifiques de ce bâtiment, que ce soit les contraintes architecturales ou techniques. Ensuite, le programme d'action qui a été envisagé à ce stade et ses limites, et éventuellement une demande spécifique pour les modulations sur les temps de retour sur investissement dont on vient juste de parler auparavant. Et donc, la plupart du temps, il faudra inclure une étude de la performance énergétique du bâtiment pour avoir justement cette vision d'ensemble de ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire pour ce bâtiment. Je me permets donc juste de compléter aussi par rapport à ce que disait Hervé tout à l'heure, parce qu'on a parlé de diagnostic énergétique, là on parle de dossier technique, tout à l'heure Hervé parlait de dossier de modulation, on parle de dossier technique, on parle un peu toujours quand même de la même chose, d'une part, et d'autre part, il y a des bruits qui ont couru comme quoi ce dossier technique était obligatoire. Non, il n'est pas obligatoire, mais jusqu'au 30 septembre 2026, on a n'importe quel assujetti a la possibilité de faire pour moduler son objectif. Et donc, pour revenir un petit peu sur la méthode, comment appréhender ce dispositif éco-énergie tertiaire, je reviens dessus pour le marteler. Premièrement, savoir d'où on part. Deuxièmement, éventuellement faire un pré-audit avec les actions de telle sorte à ce que ce pré-audit puisse se transformer en dossier technique pour justifier qu'on ne soit pas à même, compte tenu de sa connaissance des consommations, d'atteindre l'objectif. Mais je pense qu'il faut éviter de se lancer dans des grands audits énergétiques tant qu'on a une connaissance parcellaire du bâtiment. Il faut le faire par étapes. Qui fournit les données? Comment identifier les bons interlocuteurs? Je pense que Olivier l'a dit lui-même tout à l'heure, pour les données des parties communes, le syndic
en général, a une certaine information jusqu'à la date à laquelle remonte son contrat avec la dite copropriété. Et après, concernant les lots privatifs, eh bien, c'est chaque locataire qui aura un niveau d'information plus ou moins important en fonction de la manière dont il est organisé. Voilà. Mais Alors, plusieurs startups se sont montées pour récupérer ces données dans le temps. Parce qu'un locataire, au bout de 3 ans, il a classé ses informations, il ne les a plus. Et donc, il y a plusieurs startups qui aujourd'hui font des propositions pour remonter plus en amont, surtout si on sait qu'il y a eu une période de modernisation forte il y a 5 ans ou 6 ans. Donc, ces données-là deviennent très intéressantes. Alors, n'oubliez pas une chose, des startups ou des grandes entreprises, des grandes entreprises, vous avez la possibilité donner, auprès des… Excusez-moi. je dis simplement, il va falloir leur donner la copie des factures dans lesquelles figurent les kilowatts-heure, bien évidemment, et pas uniquement le montant. C'est-à-dire que quand on prend un relevé général des dépenses en syndicat des copropriétaires, vous avez facture EDF, facture chauffage et tel prix. Donc, la plupart du temps, l'information qui est pertinente, c'est celle de la consommation des kilowatts. Donc, il va falloir décortiquer les choses entre la partie abonnement et la partie consommation. Et donc, ce n'est pas aussi simple qu'on veut bien l'imaginer, parce que bien évidemment, votre abonnement, il peut modifier en fonction du prix. Je parle par exemple du CPCU, la compagnie parisienne de chauffage urbain. On sait que l'abonnement, c'est un montant, mais dans certains cas, la prime fixe, ce n'est pas la même qu'en hiver qu'en été. Et on a ce type de difficultés avec des consommations. Même chose quand vous avez Clim-Espace, qui est la même chose que le chauffage, mais pour la clim. Vous avez aussi la partie abonnement, la partie prime fixe et la partie consommation. Et donc, tout ça ne figure que sur les factures. Et la plupart du temps, en qualité de syndic, nous, on met le montant. Et ensuite, on applique les tantièmes. Donc, revenir 10 ans en arrière sur des factures que l'on a toutes archivées et pour lesquelles on n'a que le montant dans le grand livre, c'est colossal comme boulot. Et ce n'est pas la charge du syndic, obligatoirement. Est-ce qu'il est possible de déléguer la remontée des données de consommation? Bien sûr. Bien sûr. Et à qui? À un bureau d'études, à une start-up, à une société historique, à qui vous jugerez compétent de le faire à votre place. Et pour compléter d'ailleurs le propos d'Hervé, il y a des startups qui proposent ce service depuis un certain nombre d'années, mais il y a aussi des entreprises historiques comme des filiales d'EDF et Enedis. Et il est possible à n'importe qui, dès lors qu'il est mandataire d'un contrat, de demander à Enedis un historique sur 2 ans de ses consommations énergétiques. Alors, on va très loin dans la précision, en tout cas dans le questionnement. Qui saisit les données? Est-ce que c'est le locataire? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le syndic? Qui a la charge de cette opération? Les données du bâtiment, c'est très clair que c'est le syndic quand c'est en copropriété, ça c'est sûr. Et puis, les données finales individuelles, mais c'est l'occupant. Bien sûr. Alors, et quand le lot est vacant, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire, même s'il n'occupe pas, quand c'est vacant, c'est lui qui l'occupe, entre guillemets, quoi. Donc, voilà, c'est l'assujetti à ce moment-là, c'est le propriétaire quand le lot est vacant. Allez, on entre dans le dur. Est-ce que ces objectifs et leur atteinte vont être contrôlés? Et par qui? Alors, il est prévu que les services de l'État organisent des contrôles. Maintenant, on n'a pas à ce stade d'informations plus précises, à ma connaissance, sur déjà le service plus précis qui sera en charge de ces contrôles ou les modalités. Mais je vous sens venir, puisqu'on est dans une démarche incitant à la vertu des utilisateurs et des propriétaires de ces bâtiments tertiaires. On n'en est pas à savoir si on va être fliqué, contrôlé. Quoique, autre question, est-ce que des sanctions sont prévues? Est-ce que le dispositif prévoit à graver dans le marbre quelques sanctions? Et lesquelles? En cas de contravention à ce règlement. Oui, alors il y a effectivement des sanctions qui sont prévues. Donc là encore, je le redis, mais le ministère privilégie le dialogue en première intention. Donc l'idée, c'est que si on se rend compte que les objectifs ne sont pas atteints, en fait, on envoie une mise en demeure de mise en conformité de l'objectif sous un délai, je crois, de 3 mois. Et puis, si à l'issue de ce délai, les objectifs ne sont toujours pas atteints, donc là, il y a des sanctions qui existent. Donc, soit des sanctions pécuniaires, des amendes,
qui sont relativement peu élevés à l'unité, mais qui, multipliés par le nombre de lots potentiellement concernés, peuvent quand même faire une somme. Et puis, il y a aussi un système de name and shame. Là encore, dont les contours resteront à définir, mais qui revient à faire de la mauvaise publicité aux acteurs, aux assujettis qui n'auraient pas joué le jeu de ce dispositif. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. C'est ça Voilà. un peu. Hein. Exactement. Voilà le principe. Ça, c'est la pire des sanctions, au fond, quand même. Hein. Le risque d'image. Est-ce qu'il y a une solidarité entre tous ces acteurs si les objectifs ne sont pas atteints? Est-ce qu'ils sont co-responsables, co-sanctionnés? Comment ça se passe? Alors là encore, le message qui est porté, c'est de faire preuve de bon sens dans le partage des responsabilités. Et si un copropriétaire vient en expliquant qu'il a voté depuis 10 ans en faveur de travaux conséquents qui auraient permis l'amélioration énergétique du bâtiment et qu'en fait la majorité a voté contre, il y a fort à parier, en tout cas de ce qu'on comprend aujourd'hui, qu'il ne sera pas sanctionné parce que quelque part, il aura pu démontrer qu'il a joué le jeu. Maintenant, voilà, il va falloir pouvoir amener les preuves en face. Les PV d'Assemblée Générale, hein, c'est ça la preuve, Par exemple. la seule preuve. Alors, le propos d'Hervé Lassaigne est toujours précis et concis, mais il est rare. Donc, j'aimerais bien quand même qu'il termine ce rendez-vous, puisqu'on est à 16h56 et qu'on est toujours très précis. Avant de donner la conclusion à tout le monde, je voudrais qu'il réponde à la question suivante. Quelles sont les actions les plus fréquentes qui permettent d'atteindre ces objectifs ambitieux en termes d'économie d'énergie? Et est-ce que c'est forcément des actions qui nécessitent de gros investissements? Est-ce que vous pouvez nous lister rapidement quelques actions possibles? La réponse, ce n'est pas forcément des gros investissements. Il faut dédramatiser. Souvent, il y a 20 à 25% qui peuvent être liés à des actions sur le comportement des occupants et la régulation du bâtiment. Éteindre les lumières, limiter les températures froides ou chaudes de climatisation ou de chauffage. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement mal faites dans le tertiaire aujourd'hui, dans beaucoup de cas, et sur lesquelles on peut gagner beaucoup. La deuxième partie, ça va être les équipements techniques. Les équipements techniques, il y a un bon rendement sur investissement parce qu'on a des générations qui sont de plus en plus performants. Donc, entre ces deux éléments-là, généralement, on va atteindre les 40%, on va atteindre la valeur absolue. Aussi tout ce qui est dispositif de contrôle et de gestion active de ces équipements. C'est la régulation. C'est ça, hein, ouais, c'est ça. C'est la régulation, c'est-à-dire le fait avec des sondes de température, de ne chauffer que les endroits dont on a besoin, de repérer les personnes qui sont dans le bâtiment, de ne pas refroidir une salle de réunion qui n'est pas utilisée, d'avoir juste la bonne température pour les locaux techniques, etc. Donc, vous dites finalement, ça peut se faire à un prix raisonnable et de toute façon, on peut avoir un retour sur investissement assez rapide. Ça dépend des cadres techniques. Si ça n'est pas le cas, il y a le potentiel de modulation. Mais quand on regarde la réalité, et nous, on a commencé à avoir pas mal de dossiers qui ont avancé, on voit que dans les plans, il n'y a quasiment pas d'investissement, par exemple, sur l'enveloppe. Sauf des bâtiments vraiment obsolètes. Il n'y a pas la même. Alors que, par exemple, en copropriété d'habitation, on a souvent un phénomène différent. On a les immeubles des années 70 qui sont des. Oui, on fait de l'ITE ou des. Voilà, là, on parle de choses comme ça. Dans le tertiaire, il y a moins de cas comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a moins de cas comme ça. Alors, on a eu un problème sur le tertiaire avec nos périodes de confinement. Parce que je rappelle qu'on a certains bureaux qui n'ont pas été occupés et ils ont continué à chauffer des plateaux qui étaient vides. Et on a rappelé à nos charmants locataires, copropriétaires, qu'il convenait peut-être de faire de la régulation. Certains m'ont dit, mais j'ai une régulation que par étage et j'ai 2 personnes sur le plateau de 300 personnes. Je lui ai dit, mais il va falloir trouver des solutions. Et je sais que certains de nos locataires ont déménagé les postes occupés sur un seul plateau quand ils en avaient 3 ou 4 pour que justement baisser la température et la clim des plateaux qui étaient très peu occupés, pour ne pas dire autre chose. Si vous le permettez, il est 59. Je vais remercier Loïs de la précision de toutes les informations qu'il nous a données, Sabine de l'optimisme dont elle a fait preuve et de l'esprit de cette loi qu'elle a défendue, Olivier, toujours pareil, fidèle au poste, Hervé, dont j'ai déjà fait l'éloge en disant qu'il était toujours précis et concis, et j'aimerais bien que Jean-François réponde à cette ultime question. Pourquoi ce titre? Pourquoi est-ce que pour ce décret tertiaire, il est urgent de ne plus attendre ou de ne pas attendre?
est urgent déjà d'informer les copropriétaires pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. On a déjà donné des modèles de clauses dans ce sens-là. Il est urgent de ne pas attendre parce que les premières publications sur la plateforme Opéra devront se faire en septembre 2022 avec des consommations 21 et 20 et 21, pardon, que l'on devra donner aux copropriétaires en kilowatts et par mètre carré. Donc, il est urgent de s'en occuper tout de suite parce que sinon, il sera un petit peu tard. Voilà. Et on aura l'occasion d'en reparler. Et la commission immobilier d'entreprise de l'UNIS et la commission copro aussi seront là pour vous aider en la matière. Voilà, j'aurais remercié tout le monde lorsque j'aurais salué le travail réalisé par Emmanuelle Benamou, la juriste de l'UNIS, une des juristes de l'UNIS dans le travail de préparation qu'elle a réalisé pour ce live. Et puis, bien évidemment, en saluant l'ami Manu Fèvre, sans lequel tout simplement ce live n'aurait pas pu se tenir. Merci à toutes et à tous. Vous savez que vous pouvez regarder en podcast ce live. Vous ne vous en privez jamais puisqu'on est chaque fois 3 000 à 4 000 vues pour chacun de nos lives. Donc merci de votre fidélité et à très bientôt pour d'autres aventures.